Nous allons ouvrir le débat avec M. Mark Hoban. Nous sommes très heureux d'avoir M. Hoban à cette tribune. M. Hoban a 48 ans et il est Financial Secretary to the Treasury, c'est-à-dire ça en fait le troisième personnage du Trésor britannique. Si je ne me trompe pas, il l'est depuis 2010. M. Hoban est député conservateur de Fareham dans le Hampshire, sur la côte sud de l'Angleterre depuis 2001. C'est un auditeur de formation. Il est passé par la London School of Economics et c'est un grand spécialiste des marchés. Monsieur Hoban, merci d'être avec nous. Nous allons donc ouvrir ce débat pour savoir un petit peu quel est le rôle du pouvoir politique en matière de régulation financière. Que peuvent-ils faire, que peuvent-ils ne pas faire et comment peuvent-ils coopérer alors que les centres financiers sur lesquels ils opèrent sont en compétition les uns avec les autres. Monsieur Hoban. Thank you very much, and thank you for inviting me to take part and open this discussion on a session on ending the stabilizing dynamics of financial markets. I suppose it's a measure of the shock waves that have affected the international economy over recent years that this question is at the heart of the economic and political debate. And I suspect a session 5 years ago with this title would attract very few delegates, and today we have a fairly full room to reflect the interest in this area. What I want to focus my opening remarks on is, I think, a particularly important aspect of this question, the interdependencies between the state and the financial sector, and the risk that these interdependencies pose to fiscal sustainability and to financial and economic stability. I think there's an international consensus that tougher financial regulation is essential to safeguard stability and end the too big to fail problem. And the UK has been at the forefront of these efforts. But as we've seen, the implications for the Eurozone are even more profound, raising fundamental questions about its regulatory architecture and economic governance. Now, there are still many questions to answer, and doubtless the speakers follow will contribute to answering those questions. But as we work together to tackle the problems we face, it's equally important to maintain the benefits that a well-functioning financial sector can deliver through preserving and deepening the single market with a common core of minimum standards that allows neither for protectionism nor invites a race to the bottom. Now, fear of the destabilizing effects of a banking crisis has linked banks and governments together. Taxpayers across Europe provided 4.5 trillion euros in capital support and guarantees before the LTRO was introduced to save off catastrophic collapse. And the sobering examples of Spain and Ireland show that there can come at a point at which banks become such large institutions that even governments lack the capacity to stand behind them. Now, a stable and responsible financial sector will never exist in an environment where banks enjoy gains when things go well and taxpayers take the pain when they go badly. So we need regulation that does not allow for banks to privatize gain and socialize loss. Now, in some cases, that will depend on the specific nature and size of the problem. And learning from the mistakes of the financial crisis, the UK government has taken a tough approach to both supervision and regulation, given the size and global nature of our financial sector relative to the size of our economy. We're bringing micro and macro-prudential supervision within the Bank of England to improve the management of risks in the sector, ensuring that complex risks are effectively managed within a single organisation. We're creating a separate, independent market and conduct of business regulator to ensure that business is conducted to advance the interests of all market participants. In addition to fundamentally reshaping the regulatory architecture, we're reforming the structure of the market itself, driving the change required for financial services once again to be placed on a sustainable footing. In 2008-2009, it was the UK taxpayer that bailed out RBS and Lloyds. This government is determined to ensure that never happens again. So we are implementing the Vickers report, ring-fencing the retail operations of investment banks to protect depositors, new measures to ensure that losses fall on creditors rather than taxpayers, and recovery and resolution planning to ensure that critical functions continue in any future crisis. We're also taking action in response to the LIBOR scandal. In the last few weeks, banks in the UK and elsewhere in the world
have rightly been under intense scrutiny for the attempted manipulation of LIBOR, the latest in a series of scandals to hit the financial sector, following rogue traders at Société Générale and UBS, perverse failures in risk management, and allegations of mis-selling of complex products, to name just a few. The behaviour we have seen is utterly unacceptable. It is not and cannot be allowed to become representative of the way business is done in London or in any other financial hub. We've established a review into what reforms are required to the current framework for setting and governing LIBOR, headed by the incoming CEO of our new Conduct and Markets Authority. And there will be a full parliamentary inquiry into the lessons to be learnt on transparency, conflicts of interest, and professional standards in the banking industry. We'll also be seeking changes to the EU market abuse regime to ensure that it does capture this kind of activity. So we are pursuing a far-reaching programme of reforms to strengthen the UK financial services sector. Now, I talked about what the government is doing at home to tackle the LIBOR scandal, but it's also worth reflecting on what this scandal demonstrates about the international nature of financial markets. The alleged manipulation of LIBOR set in London, Euribor set in Brussels, and other leading benchmark rates, with investigations by competition authorities and regulators in America, Japan, and across Europe. So given the globally interconnected nature of financial markets, as that scandal demonstrates, we have repeatedly made the case for strong internationally agreed regulatory standards. Higher capital and liquidity standards are set out in Basel III, moving all standardized derivative trades into central clearing, creating a comprehensive set of tools for recovery and resolution of financial firms, and ending the perceived implicit taxpayer guarantee of our banks. Once implemented, our global and our local banks will be stronger in life and easier to deal with in death. But we need to have high common international standards. But countries need to be able to go further, impose tougher regulation, where particular circumstances demand it. But of course, nowhere has the need to address the interdependency between bank and government been clearer than in the Eurozone, where the impact of the bank collapse on the state that backs it, explicitly or implicitly, and the impact of one state's finances on those of another, means that states must act as one to preserve the integrity of the union in which they operate. Given the size of liabilities banks represent, where the fiscal and banking union is necessary, pooling resources, facilitating shared liability across countries, protecting depositors, and strengthening the financial system together with collective oversight. Now, the euro area has taken some important decisions on this, and we welcome ensuring a key role for the ECB as the banking supervisor, the credibility and legal mandate it carries. We welcome the identification of the ESM as a tool for banking interventions with a capacity to recapitalise banks directly. And we welcome the European Council statement last week that should member states with a common currency wish to go further to coordinate and integrate their policies, they must respect fully the integrity of the single market and the EU as a whole. Now, of course, there are many important design questions to consider as we seek to maximise the benefits of banking union and mitigate the risks to the single market. Who will set the core minimum standards for all 27 member states? What is the most effective way of taking forward legislation like deposit guarantee and resolution? What will be the scope of banking union? How many banks will be supervised by the ECB, given even small banks can pose systemic risk? And what will the euro area resolution regime look like? Who will be in charge in a crisis? But it's critical as we strengthen the regulatory regime, we ensure that we resist the spectre of protectionism. To do otherwise will do nothing but shrink the global economy at a time when it desperately needs growth. Within the EU single market, the UK supports the treaty freedoms to non-discriminatory access and fair competition, freedoms that must be upheld. And we will fight to maintain those freedoms, including the European courts, if necessary. Some argue that a banking union would encourage the Eurozone to put up barriers and close inwards. I don't think this will be in anyone's interests. All EU member states require open capital markets to support our businesses. And ultimately, a global reserve currency like the euro or the dollar can only maintain its international standard if it can be freely traded and cleared
beyond the 17 Eurozone members and across the world. The EU is lucky enough to enjoy so many world-leading financial hubs in Luxembourg, in Frankfurt, in Dublin, in Paris, and of course in London. And of course the existence of those hubs across Europe means that businesses can gain access to capital and savers can find investment opportunities outside their home country. And I strongly believe that those hubs should continue to serve the wider economy beyond national boundaries and beyond currency zones, channeling the funds of savers to investment opportunities, transforming our bank deposits into loans to our businesses, and helping businesses and individuals manage risk. Helping European governments raise almost 1 trillion in bond markets in 2010, helping European companies raise almost 3 trillion in funds since 2006, and helping EU citizens save over 6 trillion euros in current and savings accounts. But for all of us to continue those benefits, not just the banks of member states in which they locate, we must have proportionate regulation that supports free choice through promoting a vibrant banking sector. So in conclusion, I'd like to just say this. The uniquely interconnected nature of the financial services sector, together with its size, complexity and importance, poses great challenges that require regulation, supervision and structural reform to curb the destabilizing effects that those markets can have. But there are also great rewards from that interconnectedness, which allows financial services in one part of the globe to help the economy in another flourish. Through working together, through international agreements, and through defending and advancing the single market as strongly as we can meet the dual challenge of enjoying the benefits of a thriving globalized financial services sector whilst curbing its worst excesses. Thank you very much. Carole Sirou, vous êtes présidente de l'agence de notation financière Standard & Poor's en France et vous êtes également responsable des activités de l'agence pour l'Europe francophone et l'Afrique. Vous avez effectué toute votre carrière à l'agence puisque vous y êtes entré en 1990 au sortir de Sciences Po puis de l'université Paris-Dauphine. Alors Carole Sirou, a-t-on raison d'incriminer les agences de notation dans l'instabilité des marchés financiers? Qu'est-ce qu'il y a à prendre et qu'est-ce qu'il y a à laisser selon vous dans cette accusation? Merci et bonjour à tous. Je vais essayer de répondre à votre question en deux temps. Peut-être challenger un peu l'évidence que les marchés sont déstabilisés sur tous les segments et ensuite revenir sur le métier de la notation et comment la régulation et la notation s'insèrent dans ce cadre-là. Les marchés sont-ils déstabilisants? En fait, je crois que c'est plus important de formuler ça de la manière suivante, c'est que les marchés européens sont déstabilisés, et notamment par la crise souveraine, mais que ça occulte le fait que les marchés obligataires permettent, et même de manière assez importante, je pense que ce sera évoqué par d'autres intervenants, le financement des entreprises et le financement de l'économie. Et que là, on voit une différence majeure entre le coût de financement du monde dit corporate, qui d'ailleurs s'est fortement accéléré ces dernières années du fait de l'impact de Bâle III et de l'accès donc de ces nouveaux émetteurs au marché, notamment à peu près 35 milliards d'émetteurs high yield qui traditionnellement passaient par les banques et qui accèdent au marché obligataire, mais également cette je dirais, distinction fait entre les corporates et par exemple les émetteurs bancaires qui eux sont beaucoup plus, je dirais, considérés dans la sphère souveraine. Quelques chiffres peut-être pour illustrer, je crois que c'est souvent intéressant de prendre des cas concrets. Début juillet, le coût de financement moyen des banques notées A en Europe était de l'ordre de 337 points de base, à contraster avec le monde corporate, là aussi au niveau d'une note A, qui était de 120 points de base. Donc vous voyez bien qu'il y a dans l'appréciation des risques des perceptions qui sont très divergentes, même si en tant qu'agence de notation, nous considérons que le risque est le même, puisque notre objectif, c'est qu'à même niveau de note, on mesure bien, quel que soit le secteur, le même niveau de risque ultime. Et ce point de décrochage, on peut le situer à 2010, donc juste avant la première crise grecque, et c'est là que clairement il y a eu des perceptions très très différentes.
Et donc, on voit bien que suivant le secteur, les marchés sont plus ou moins déstabilisés, si je reprends le titre de notre table ronde, et que là aussi, il y a une autre dimension qui est importante, qui est plus niveau géographique entre le sud et le nord. Et c'est ça qu'en tant qu'agence de notation, nous avons signalé en parlant du risque souverain et du risque bancaire. Et on voit bien que tant qu'il n'y aura pas de clarification, et c'était l'objet du sommet de la semaine dernière, entre ce risque souverain et ce risque bancaire, on risque de continuer à avoir cette dichotomie. Alors, bien sûr, cette situation et cette appréciation par les investisseurs, elle est liée à ce contexte, mais également, et ça a été évoqué par Catherine, par la manière dont les notations sont utilisées dans l'architecture prudentielle et donc qui leur donne ce rôle systémique qui est remis en cause actuellement, parce qu'on se rend compte que la notation, qui est une appréciation sur la qualité de crédit d'un émetteur, donc quel que soit le secteur, et qui donne donc une information, une opinion sur ce risque futur, est devenue complètement ancrée dans l'ensemble de l'architecture financière. Et que, alors que nous prenons un horizon plutôt de moyen terme, notre outil, donc la notation, peut devenir finalement à très court terme assez déstabilisant du fait de cette architecture. Alors comment y résoudre, puisque je crois que c'est une des questions aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des pistes de réflexion. Donc les notations qui ont pris donc, cette importance systémique, il serait souhaitable qu'elles soient retirées de ces réglementations. D'ailleurs, dans le cadre du G20, comme l'a évoqué M. Aubin, il y a un certain nombre d'initiatives. Actuellement, des textes en cours de discussion au niveau européen qui visent donc à retirer ces références pour éviter que cet outil, qui n'est qu'un outil d'information sur une qualité de crédit, ne prenne cette importance. D'où le souhait d'avoir de notre part une régulation appropriée. Le monde de la notation est certainement un des derniers à avoir été réglementé dans la sphère financière, avec donc de nombreux textes depuis un certain nombre d'années qui ont contribué à donner de la clarté et assurer la qualité des notes. Et maintenant, l'étape suivante, c'est bien entendu de réduire cette dépendance, tout en assurant, et je crois que c'est très important, que la notation est un outil qui permet de comparer au niveau mondial des acteurs dans des secteurs très différents. Et donc il est très important que, comme dans d'autres domaines, toute régulation en la matière ne crée pas une morcellisation avec des régulations qui, entre les différentes géographies, affectent la capacité des agences de notation, bien sûr, à exercer leur métier, mais de manière beaucoup plus importante, qui empêcherait, et je terminerai là-dessus, l'accès des entreprises au marché obligataire, puisque c'est important pour l'ensemble de nos entreprises, quel que soit le secteur, de pouvoir attirer des investisseurs du monde entier. Et j'en terminerai là, et je serai à l'heure. Dominique Cerutti, vous êtes président et directeur général adjoint de NYSE Euronext. C'est la première bourse mondiale. Vous en dirigez les activités en Europe. Vous êtes ingénieur de formation. Vous êtes un ancien d'IBM où vous avez passé 23 ans. Vous êtes donc un homme de technologie. Et vous avez dirigé des activités d'IBM en Europe du Sud-Ouest avant de rejoindre NYSE Euronext, donc il y a maintenant 2 ans et demi. Alors, les marchés financiers, la volatilité, si je puis dire, c'est votre pain quotidien. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le régulateur, notamment en Europe, pour réencadrer le marché. Je pense à MIF, MIF 2 maintenant, EMIR qui vient d'être adopté. Diriez-vous que ces initiatives vont globalement aller dans le sens d'une stabilisation des marchés financiers? Quel est le jugement que vous portez sur ce sujet en tant qu'acteur de place? Merci Philippe, bonjour à tout le monde. Question intéressante, ça va dans le bon sens. Juste peut-être pour illustrer votre question et rappeler au public aixois ce que les régulateurs essaient de traiter en Europe avec ce nom barbare MIF ou MIF 2. Juste ce qu'on essaie de traiter, c'est ces dernières années, ça s'est passé à peu près des deux côtés de l'Atlantique, sous la poussée de régulations différentes. Aux US, ça s'appelait Reg NMS il y a des années, 7 ans. En Europe, c'est il y a 3-4 ans avec MIFID 1 ou 1. On s'est rendu compte que pour introduire plus de concurrence, d'innovation et rendre les marchés plus efficients,
dans le jargon, en fait, on avait créé, ou les régulateurs avaient créé, sans le vouloir, bien entendu, de terribles effets secondaires qui accroissaient l'instabilité des marchés ou les dérivés de leur fonction première qui est de financer l'économie. Et ce que ça a créé, pour sursimplifier ce que je vous dis, c'est une opacité galopante, deux, une surfragmentation des marchés qui rend la chose très compliquée, qui encore une fois fait que les marchés ne sont pas efficients au sens du rôle qu'ils devraient servir. Alors pour illustrer, ça va être trop long, quand on parle d'opacité, le marché des capitaux, c'est 4 blocs, mais peut-être déjà entendu dire ça, parce qu'on en a parlé l'année dernière. Le marché des dérivés, du change, de la dette, donc des obligations et des actions. Le plus gros marché, juste pour prendre un exemple, pas être trop long, c'est celui des dérivés. C'est 600 000 milliards de dollars de contrats ouverts sur la planète, 10 fois le PIB, donc pas une paille. Et 90% de ce marché, qui est par nature le marché le plus risqué, c'est là qu'on accumule les vulnérabilités de la planète, sur 10 fois le PIB de la planète, 90% de ce marché est opaque, c'est-à-dire échappe, encore à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, quasiment totalement aux yeux des régulateurs et donc des gouvernements. Et encore une fois, planète caractérisée par des liquidités massives, des taux d'intérêt bas, donc qui cherchent à se poser sur des actifs risqués par nature, typiquement les dérivés, et c'est là encore une fois qu'on accumule des risques. Donc vous voyez l'urgence à désopacifier les marchés, et je pourrais aller dans tous les cas actifs, vous verriez à peu près la même image. Le marché de la dette est 90% opaque, le marché du change 100% opaque, donc on n'est pas en train de parler d'un phénomène marginal. Donc voilà le premier sujet que MIF 2 essaie de régler, je simplifie bien entendu. Il y a un deuxième sujet sur lequel je ne serai pas trop long, qui est la surfragmentation des marchés. Je vais donner une image. On a aujourd'hui, juste sur le marché actions en Europe, 132 places d'exécution qui peuvent traiter des actions qui ont été originées sur une bourse. Voilà où on en est. Donc quand vous prenez ça, plus la technologie pervasive qui désormais instrumente tous les marchés, toutes les places, etc., vous comprenez l'horrible difficulté qu'a un régulateur ou un gouvernement ou un groupe de gouvernement à se dire « bon sang, qu'est-ce qui se passe ?» C'est en général pas l'origine des crises, sauf sur incidents techniques, etc., mais c'est en général une crise dans la crise quand les marchés s'emballent. D'accord ? Mais on voit également divers symptômes. Vous avez vu l'introduction en bourse de Facebook qui, pour partie, a non pas capoté, mais a été difficile pour une partie de problèmes techniques et de structure de marché. Vous l'avez vu, si vous vous en souvenez, en mai 2010, dans ce qu'on appelait le flash crash américain, où ces structures de marché résultantes provoquent des choses qui sont des aberrations économiques, où l'action d'une entreprise, je ne vais pas citer de nom, passe de $40 à 30 cents en quelques minutes pour ensuite revenir à son cours. Bon, donc tout ceci est préoccupant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des crises dans la crise, mais ce n'est pas ça du tout, pour revenir à l'action de Philippe, qui inspire confiance à l'entrepreneur pour s'introduire en bourse, lever des capitaux et financer l'économie, créer des jobs, ou qui inspire confiance à l'investisseur pour amener ses investissements dans un environnement contrôlé, sain, stable, etc. Bon, donc du coup, voilà la question de Philippe, si je la comprends bien, Philippe, c'est est-ce qu'on a corrigé ou on est en train de corriger dans MiFID 2 en Europe ces déficiences qui sont gravissimes parce qu'elles éloignent les marchés de leur fonction première. Alors ça va, pour faire court dans ma réponse, dans la bonne direction. Néanmoins, on se rend compte que les derniers retours, puisque le texte de MiFID 2 en est à l'étape du Parlement européen, donc c'est quasiment la dernière étape où ils mettent quelques amendements avant de le voter vraisemblablement en septembre. Ça a été retardé, et j'ai appris récemment, et tant mieux, parce qu'il y a encore ce qu'on appelle en anglais des open switch, c'est-à-dire des sujets très importants, où on se rend compte qu'encore une fois, pour diverses raisons liées à des lobbies qui défendent leurs intérêts, il y a beaucoup trop d'exemptions qui sont prévues sur la transparence, beaucoup trop. Il n'y a pas de raison je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est trop technique, mais qui permettent de traiter dans la partie opaque des marchés et pas dans la partie transparente. Et il y a un certain nombre de dispositions qui sont préoccupantes lorsqu'on regarde, encore une fois, comment on peut réduire la fragmentation, mettre plus de transparence et ramener les marchés, en un mot commençant, plus près de l'économie réelle. Voilà. Donc ça va dans la bonne direction, ça va demander encore beaucoup de vigilance et de travail dans les 2-3 mois qui viennent, Philippe. Olivier Klein, vous êtes, si je puis dire, à cette table, le banquier de service, si j'ose ainsi m'exprimer. Vous êtes issu du groupe des caisses d'épargne, vous êtes entré en 1998 et maintenant vous êtes directeur général de BPCE, en charge de la banque commerciale, de l'assurance, et membre du directoire de cette grande institution bancaire française. Vous êtes également administrateur de Natixis, donc la filiale de banque d'affaires de BPCE et de CNP Assurance, et vous êtes par ailleurs professeur affilié à HEC en économie et en finance. Alors, les banques sont bien entendu acteurs essentiels du marché, mais aussi, le cas échéant, victimes de ces aberrations. Peut-on éviter les effets de contagion en Europe alors que le lien entre risque souverain et risque bancaire a transformé
certains facteurs de déstabilisation en véritables bombes. Si vous permettez, je ferai une minute de mise en perspective en disant que les questions qu'on trouve, les problèmes de la zone euro en ce moment, viennent évidemment profondément du fait qu'il n'y a pas tous les éléments de régulation d'une zone monétaire classique. Notamment, on ne sait pas très bien régler les divergences légitimes qui apparaissent dans une zone monétaire, qui viennent de spécialisation industrielle au sein d'une zone monétaire. Michel Aglietta, qui est là, dirait aussi voire de polarisation industrielle. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui se désindustrialisent, il y en a d'autres qui s'industrialisent naturellement dans des zones monétaires. Et on a, en conséquence de tout cela, et en même temps parallèlement à tout cela, des divergences progressives de comptes courants des balances des paiements. À l'intérieur de ce problème structurel, on a deux phénomènes d'accélération, de boucles d'accélération, de cercles vicieux. Le premier, qu'on connaît bien évidemment, qui est le fait que quand on lutte contre des déficits publics excessifs et qu'on le fait trop simultanément dans plusieurs pays de la zone, ça crée des problèmes de croissance accrue, et ces problèmes de croissance rebondissent en boucle, n'est-ce pas, sur les problèmes de déficit budgétaire, et on a du mal à en sortir, d'où les nécessités de rechercher davantage de croissance. Et puis la deuxième boucle dont on parle maintenant, est le deuxième cercle vicieux, qui est le risque bancaire versus risque souverain, dont vous parliez tout à l'heure, puisqu'on comprend bien que les banques peuvent accumuler des difficultés, mais elles accumulent d'autant plus de difficultés face au risque souverain que, légitimement, là encore, elles portaient comme des placements de bons pères de famille depuis des années, depuis toujours, des titres souverains dans leur bilan, qu'en plus les banques nationales européenne, de par l'intégration financière qui s'était très bien faite depuis la création de la zone euro, qui est en train de se redéfaire un peu, ça se recloisonne, mais les banques nationales portaient des dettes souveraines de différents pays européens, bien naturellement, pas que du leur, et que dès lors que ces banques se deviennent fragiles parce qu'elles détiennent des risques souverains, il ne restait jusqu'alors que les États eux-mêmes isolés pour prendre en compte le risque de leurs banques. Et même dans le sauvetage des banques espagnoles récents, l'argent a été prêté à l'État espagnol pour prêter aux banques, ce qui évidemment concentrait les problèmes sur l'État et aggravait la boucle de difficultés dont je viens de parler. Alors, on a l'idée qui a émergé, qui est absolument normale dans une zone monétaire et qui a fait l'objet d'une décision lors du dernier sommet européen, c'est celle, évidemment, de l'Union bancaire européenne. Alors, elle est un élément constitutif d'une zone monétaire. C'est indispensable d'y parvenir, et c'est une excellente idée que de le faire, évidemment. Pourquoi? Mais d'une part, parce qu'il faut un niveau de supervision européen des banques. Il y a plusieurs raisons, là. Il y a au sein des superviseurs nationaux parfois des suspicions sur les autres superviseurs nationaux, sur le fait qu'ils protègent trop leurs banques, ou qu'ils ne veulent pas voir les problèmes, ou qu'ils s'aveuglent. On parle souvent de capture, c'est un mot à la mode en ce moment, de capture nationale du régulateur. Et évidemment, le fait d'organiser une supervision au niveau européen a l'avantage de supprimer cette question de capture et d'imposer une qualité de supervision identique. Et ceci est d'autant plus valable, et c'est le deuxième argument, qu'on a des banques qui sont aussi multinationales en Europe, et qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple que de juxtaposer des règlements nationaux, des régulations et des supervisions nationales, que d'avoir une vision, une supervision directement européenne. Ça assure une homogénéité, tant en termes des qualités, mais aussi évidemment d'efficacité de la supervision. Le deuxième élément de l'union bancaire européenne, c'est éventuellement une solidarité interbancaire au niveau européen, ce qui pose problème naturellement aux banques qui vont le mieux, parce qu'elles ont peur d'être embarquées par les banques qui vont moins bien, mais c'est la solidarité interbancaire européenne avec la constitution, dont on parle en ce moment, d'une garantie des dépôts éventuellement à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'il y ait des garanties de dépôt nationales, mais aussi des garanties de dépôt à partir de certains moments qui s'enclenchent au niveau européen directement. Enfin, c'est le fait de mettre en place un système européen de résolution des crises, avec notamment un fonds d'intervention
européen, nourri naturellement par les États, pour éviter la seule recapitalisation des banques par des États isolés qui aggravent la boucle dont je viens de parler, et donc de façon à couper justement cette boucle, fonds d'intervention direct, par exemple, qui pourrait intervenir sur, comme on l'imagine bien, sur certaines banques de certains pays, sans passer par l'État, de façon à couper précisément ce cercle vicieux. Donc on voit évidemment l'utilité de l'union bancaire européenne. Elle permet de rassurer, elle doit permettre de rassurer les clients des banques fragiles de certains pays en difficulté et éviter les bank runs. On est bien là dans le fait de prévenir les risques systémiques et tout à fait bien dans la régulation. Et puis évidemment, ce que j'ai dit, permet également d'éviter qu'un État national soit seul à faire face à son risque bancaire et ainsi on tente de couper le cercle vicieux. Alors la question pour finir et en conclusion, c'est est-ce que ça va être suffisant pour résoudre le problème de la zone euro? Non, mais c'est un élément fondamental. D'abord, est-ce que ça sera suffisant pour couper la boucle déjà? C'est déjà fondamental. Dans le principe, oui. Maintenant, il faut connaître le contenu exact. Il y a deux questions qui restent à fixer, c'est le montant des fonds d'intervention, évidemment ça sera crucial, et les termes de la conditionnalité du déclenchement de ces fonds pour pouvoir intervenir. C'est à fixer, mais il faut être optimiste. Si on a fait une décision, j'espère qu'elle aura le contenu nécessaire pour aller jusqu'au bout. On voit bien, en dernier lieu, que ceci ne résout pas les problèmes de fond structurels de la zone euro. Mais si déjà elle coupe la boucle d'accélération, une des boucles d'accélération qui existent, ça sera de toute façon extrêmement favorable pour apporter du calme et, j'espère, résoudre les problèmes de fond dont je parlais tout à l'heure de façon plus avant. Il ne faudrait simplement pas que ce soit parce qu'on n'arrive pas à faire plus de fédéralisme qu'on le fasse de façon un peu plus technique à travers les banques, puisqu'on sait très bien derrière que malgré tout ça apporte une mutualisation du risque de la dette, hein. Évidemment, parce que s'il y a des fonds qui sont nourris par les États au niveau européen pour intervenir sur les banques, ça veut dire que les États mutualisent une partie de la dette qui va permettre de résoudre le problème. Alors pourquoi pas, hein, pas contre du tout, mais il faut que ça soit assumé ou assumable. Et évidemment, cette union bancaire européenne qui a été décidée, si elle est une excellente chose, on peut espérer que ce soit le début du redressement européen et que ce ne soit pas quelque chose qui finisse sans avenir. Je parie sur le premier, bien évidemment. Merci Olivier Klein. Alors il nous a semblé important dans cette table ronde donc, consacrée au marché que nous ayons un autre type d'acteurs qui sont les courtiers. J'ai le plaisir d'accueillir à cette table M. Romas Viesoulas. M. Romas Viesoulas est le patron des activités de distribution de Crédit Agricole Chevreux en Grande-Bretagne. Romas est un ancien de Harvard et de Oxford, un spécialiste du marché action sur lequel il a exercé pratiquement toute sa carrière, préalablement chez Warburg notamment et UBS. Alors Romas, le lien entre rémunération et performance sur les marchés a souvent été dénoncé comme un facteur de déstabilisation majeur. Est-ce que cela encourage, selon vous, les stratégies court-termistes? Merci. I'm going to speak about speed, speed and stability, and picking up on what we heard in the introduction, the effect of instantaneous trading strategies on market stability. Is speed a good thing? Has technology been a benefit to trading? You'd think that the answer was clear by now, and yet here academics, market practitioners are still debating the effects and the impact of the flash crash, the causes of the flash crash 2 years on. The role of high-frequency trading strategies in the marketplace is still open to some debate. What to do about that, about their impact, is also open to debate. I think one of the key issues is defining exactly what we mean by a high-frequency trading strategy, or what we call high freaks in the industry parlance. There is no agreed definition. The Securities Industry and Financial Markets Association at the end of last year published a paper called The Impact of High-Frequency Trading. No neat delineation between strategies. The commonalities are strategies that leverage computer technology, those that use algorithmic market making, arbitrage, and directional strategies, and those that limit human intervention. So there's a lot of firms, both buy side and sell side,
a lot of quantitative strategies that fit this description. We heard from Dominique earlier about the fragmentation that has necessitated these strategies in the marketplace, born of an antitrust sentiment to encourage greater competition, more choice. That's attracted a tremendous amount of new entrants, to the point where, on the NYSE, for example, where in 2005, 80% of trading in stocks was done on exchange, the reverse is now true. It's done off exchange. I won't dwell on that point because I think Dominique has touched on it and dealt with it adequately. But on the point of fragmentation, on the point of speed, this is very much the result of technology. And just to illustrate the sort of speeds that we're talking about, we heard about the 3 microseconds as the lower limit of trading strategies. If supermarkets were to run a high-frequency trading strategy, the average household would complete an entire lifetime's worth of orders in under a single second. Right? So you complete your entire shopping for you and your family in under a single second. So, I mean, if the impact of high-frequency trading is in dispute, there are 3 things that are absolutely not in dispute. That there are ever larger volumes being done in ever smaller time frames, that traders are trading more and more frequently, and that it's not just the speed, it's also the nature of the trading, that it's more machine to machine. When I started in this industry, it was very much picking up the phone and speaking to another human being. Trading execution these days is done in black boxes. For algorithms that are being deployed with the lifespan of a ladybird, that makes for very rapid evolutionary adaptation, or, if you like, extinction. In 2003, there was a US trading firm that went insolvent in 16 seconds when a trader accidentally turned a mistaken algorithm on. It took the company 47 minutes to realize that it had gone bust. So it clearly raises some very big questions for regulators as well as practitioners. There is evidence that the benefits of greater liquidity, greater speed, such as lower cost for practitioners, price discovery, does improve at the margin the efficiency and liquidity in the markets. I think that's agreed. But you can see the inherent potential for a destabilization of the markets, particularly given the interconnectedness that Mark mentioned at the outset. And nowhere was this more evident than in the flash crash of 2010. Dominique mentioned it earlier. 2 years on, the evidence is still being debated. The official report, although it didn't blame high-frequency trading strategies for originating what was a tremendous cascade in the marketplace, $1 trillion of value was momentarily vaporized before the markets stabilized and regained their composure. But it did establish, the official report, that they did nothing to help prevent the cascade from happening in the first place. Many high-frequency trading strategies, at the moment of extreme stress, actually scaled back their liquidity and were net sellers of the market. So clearly, with asset markets relying on the accurate pricing of risk and financial regulation relying on the accurate reading of markets, these are critical questions to delve into further. And markets being like ecosystems, where you have equity strategies, derivatives, FX, across developed and emerging market platforms, the interactions and the interdependence are overwhelmingly complex, which presents a very real and real-time challenge for regulators and for market participants. I mentioned at the outset how technology you could construe as part of the problem, having facilitated the development of these strategies. But it's also possibly part of the solution. And this is a question that I open up to the other panelists. We have a database now that is incredibly, mind-bogglingly rich about the transactions that take place in the market. In theory, it's possible to map price and volume within markets, across markets, in very close to real time. On a practical level, the stability and efficiency might also be improved by introducing real-time clearing and settling. At the moment, many clearinghouses in developing their in the work that they do reconcile trades in batches, often at the end of a day or a trading period. For orders that are executed in milliseconds, you can see that this mismatch creates potential hazard. Real-time clearing, real-time risk management, all of this requires further institutional re-engineering.
in an interconnected global economy of the kind we've been discussing today, many of these firms, many of these structures still defy understanding, are difficult to understand and therefore to manage or to regulate rigorously. And the speed of evolution has outpaced the ability of firms and regulators to oversee these at a granular level. It's an open question whether regulators have the IT budgets and the technology to be able to tackle this adequately. So if fragmentation is a given of the structure of our markets today, there is still the open question as to whether technology and speed, real-time data, may facilitate their understanding and therefore their effective regulation. Thank you. Merci, Romas Viesoulas. Éric Leboul, vous êtes PDG de CMCIC Securities, la société de bourse adossée au groupe Crédit Mutuel CIC. Vous êtes passé par Sciences Po et la Sorbonne, Éric, et vous êtes un homme de marché depuis toujours. Vous siégez au conseil de nombre d'institutions importantes de secteur, notamment la MAFI, l'Association française des marchés financiers, qui est l'organisme représentant les professionnels de la bourse et des marchés financiers en France. Alors Éric, en tant qu'intermédiaire entre différents participants des marchés financiers, quelles sont vos suggestions pour les stabiliser? Bon, je suis clairement en conflit d'intérêts, et je vais être lapidaire puisque donc on a 7 minutes pour réformer la finance. Alors, à peu près, en tout cas pour émettre des idées. Bon, Lionel Zinzou disait hier, la finance est perçue comme une solution en Afrique et sans doute comme un problème en Europe et dans les pays occidentaux. Bon, cette remarque a au moins une vertu de rappeler l'importance d'un système financier fort, mais pas hypertrophié. C'est vrai qu'en 2007, c'est un chiffre intéressant, la finance américaine représentait 8% du PIB et 40% des profits de toutes les entreprises américaines. Donc c'était sans doute trop. Bon, alors les marchés financiers aujourd'hui, ils sont déstabilisants, surtout pour une raison maintenant qui apparaît évidente, c'est que les États n'arrivent pas à dominer leur dynamique et surtout maintenant les marchés financiers jugent et sanctionnent les politiques. Donc là, ça devient insupportable, c'est clair. Donc ça reflète aussi une réalité, c'est que les marchés financiers sont quelquefois des détecteurs de mensonges, privés ou publics, mais aussi un moyen d'imposer ces normes. Et là, il est bon de se rappeler que l'essentiel de l'épargne est géré sur 3 zones. Si on couvre Japon, Royaume-Uni et États-Unis, on a quand même plus de 72% de l'épargne longue qui est gérée depuis ces centres. Et donc, bien sûr, ça met en exergue la faiblesse de l'Europe continentale sur l'épargne longue et aussi pour imposer ses conceptions, ses normes, privées ou publiques. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Alors la finance, les marchés financiers ne sont pas responsables de la crise, qui est née, on le sait tous, en tout cas au moins il y a un bon facteur, c'est 15 ans de taux longs trop bas, et donc ça a instillé une croyance que l'effet de levier, on pouvait aller de plus en plus loin. Néanmoins, la finance a sans doute repoussé par l'innovation financière les limites, l'avidité aussi y a contribué. Et puis surtout, donc, cette crise a mis en lumière la notion de finance inutile, un rapport de force entre les créanciers privés et les débiteurs publics, et puis une inversion de l'échelle des risques, ça a été mentionné clairement, entre les États, les banques et les corporates, on a une inversion des primes de risque. Alors, 3 voies peut-être pour trouver des solutions. La première voie, c'est de dire le marché tel qu'il est. Donc les marchés ne sont pas efficients, n'ont jamais été. Néanmoins, ils sont fondamentaux, ils sont très utiles et il faut comprendre leur fonctionnement si on veut les dominer. Et il faut le faire parce que les marchés vont voir leur rôle croître. Donc l'affaire n'est pas gagnée et il va falloir faire avec. Donc le monde tel qu'il est, les marchés tels qu'ils sont. La deuxième voie, c'est la nécessité de réaligner les intérêts. Donc c'est donc bien sûr de remédier à la notion de finance inutile, si on le peut. Et c'est donc, en fait, bizarrement, renforcer les vrais marchés. Je dirais ce que ça veut dire. Au service de l'économie, c'est aussi reconnaître le caractère stratégique du développement d'une industrie financière et particulièrement de l'industrie de l'épargne longue, qui manque beaucoup en France, et notamment en Europe continentale, comme je l'ai dit précédemment.
c'est jouer un rôle jusqu'aux PME-ETI, qui sont les grands exclus du marché de la dette, comme ça a été, en tout cas de la dette obligataire, comme ça a été souligné. La troisième voie, c'est la plus difficile, c'est si les marchés sont inefficients, s'ils ne s'autorégulent pas, si c'est un lieu de rapport de force important, et si on ne peut pas s'en passer, il faut une régulation efficace et une supervision forte. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas agir seul dans ce domaine. Alors la première voie, je serai rapide. Il y a un échec patent, notamment centré sur la crise des subprimes, dans la mesure du prix et de la mesure du risque. Donc clairement, la notion de triple A a été clairement, ou d'actifs sans risque, a été quand même clairement revisitée. Bon, néanmoins, les marchés ne sont pas efficients et donc il ne faut pas faire une référence excessive au full fair market value qui conduit à une obligation de court-termisme pour les investisseurs et qui confond valeur et prix et qui donc impose une attitude très court-termiste. Alors bien sûr, ça protège in fine l'épargnant final d'une certaine manière, mais ça peut le conduire en fait à détruire son épargne. Deuxième temps, clairement, il ne faut pas admettre le principe de l'autorégulation. Ça, c'est un point qui est important, même si les acteurs privés peuvent proposer une self-regulation en partie. 3, la notion d'actifs sans risque qui a été promue par les régulateurs a conduit à imposer notamment aux intermédiaires financiers une pondération d'actifs excessive en souverain. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel. Il n'y a pas d'actifs sans risque. 2, admettre que des bulles sont inhérentes au marché financier. Deuxième voie, il faut promouvoir les vrais marchés. Là, je ferai un constat. Ça ne sert à rien de fragmenter les marchés qui sont très liquides sur les produits vanille et il est dangereux de laisser concentrer les marchés sur les produits complexes. Là, je partage complètement le point exprimé par Dominique Cerutti. Il faut des vrais marchés profonds, liquides, centraux. Il faut des acteurs responsables, donc des investisseurs contrariants, et ce en quoi, plutôt que blâmer les hedge funds qui essayent de se décorréler, il faut peut-être blâmer la gestion indicielle, qui renonce à son travail d'analyste. Donc il faut encourager une industrie de l'épargne longue, d'autant plus que les intermédiaires régulés ne pourront pas apporter la dette comme auparavant. Et donc, bien sûr, l'encourager, ça veut dire pouvoir espérer imposer ces normes aux autres parties prenantes. Ce n'est pas gagné pour l'Europe continentale. Troisième point, il faut sans doute proscrire certaines pratiques et certains produits. C'est l'enjeu de la régulation et de la supervision et aussi de la fiscalité. Bon, là, la tâche est très difficile, clairement, car il y a une dépendance très forte à l'innovation financière qui est très utile. Il faut beaucoup de moyens pour superviser, réguler. Et puis, il faut aussi constater que l'on concentre les moyens sur les sujets simples. Donc, c'est un peu le principe de la pervenche ou du gendarme dans les beaux quartiers. Et donc c'est clair que sur les sujets moins simples, les produits plus complexes, le shadow banking, il y a sans doute beaucoup moins de moyens. Bon, la technologie va plus vite que le réglementaire. Les contrats privés peuvent grandir à toute vitesse. En 2000, les CDS, le montant notionnel était de 100 milliards. 7 ans plus tard, 6200 milliards. Quand on veut réguler, eh bien, les activités se délocalisent très rapidement. Donc il y a de l'arbitrage. Il est difficile de distinguer l'offre de liquidité et la spéculation, puisque si on interdit la couverture, eh bien, il n'y a plus d'investissement dans le sous-jacent. On ne peut pas agir seul, il faut éviter d'être procyclique, clairement, et il faut peut-être aussi rappeler la primauté des intérêts du client, le devoir de conseil et la gestion des conflits d'intérêts, et là la politique de rémunération est essentielle. Et puis il faut encourager l'autonomie de décision des investisseurs, et donc là je reviens à mon point sur les formes de gestion automatiques. Il faut standardiser le plus possible les contrats dérivés, au moins qu'ils passent en chambre de compensation, ça c'est un point qui est clé. Alors qu'est-ce qu'il faut proscrire ? Moi je trouve que les CDS nus, ça ne sert à rien et c'est pervers. Parier sur la ruine, c'est vraiment pervers. La haute fréquence, je trouve ça inutile. Je veux dire, il y a la liquidité, mettre plus de liquidité sur des marchés très liquides, surtarifer in fine l'épargne finale, ça ne sert à rien. Clairement.
Si je dois conclure sur 2 points, ben je conclurai peut-être sur les effets pervers et puis sur un cadre à réaliser. Effet pervers, la TTF, c'est la veuve de Carpentras qui va payer. Ce ne sont pas les produits de gré à gré. Et il est difficile d'agir seul. Heureusement, les PME ETI sont exclus du champ, hein, le seuil du milliard de market cap. Le dégroupage de l'exécution et de la recherche, ben c'est asservir la recherche à l'exécution. Ça veut dire la détruire. Et puis s'il y a un territoire qui est intéressant pour la France, c'est que la France a été protégée par une bonne régulation et une supervision forte, il faut s'en rappeler. C'est bien d'éliminer, de contraindre, mais il faut aussi développer ces activités. Et là, la France est un peu en faiblesse. Et là, je pense qu'il y a un cadre qui est essentiel. Il s'agit maintenant d'accompagner le cadre de désintermédiation bancaire. Comment faire pour que les assureurs prêtent et fassent du crédit? Comment faire pour financer les PME ETI? Merci. Merci Eric Le Boulc. Il est temps maintenant de faire le point avec un autre type d'acteurs, les investisseurs. Et nous en avons 2, en la personne de 2 responsables de grandes sociétés de gestion. Tout d'abord, à ma gauche, Alberto Giovannini. Vous êtes administrateur délégué de Unifortune. C'est un partnership qui est basé à Milan. Et vous êtes président également du conseil d'administration de MTS Group, c'est-à-dire la plateforme électronique d'échange obligataire européenne. Vous êtes un ancien du Trésor italien dont vous avez présidé le conseil des experts et vous avez également un long passé d'universitaire puisque vous fûtes pendant 12 ans professeur à Columbia. Alors, Alberto Giovannini, on a parlé il y a un instant, Eric Le Boulc a souligné l'inefficience des marchés. Est-ce que les régulateurs peuvent encore reprendre la main ? The tragedy of the current and of all financial crises is that 99% of the actors are doing their job very well. 1% is probably breaking the law, but 99% are not breaking the law. And this rational and honest work of 99% of the actors can generate sometimes disasters for themselves and the rest of the economy. So what we're talking about are market failures. And what we need to do is to use economic analysis to deal with those market failures. My talk is about this. I first of all need to describe what a market failure is when there is a financial crisis and how it was dealt then and why is it that we don't deal with it now. Market failures are best described thinking about the origin of this problem, which was when the financial system was based on banks and banks only. And banks performed a very important function, and still do perform, a very important function in the economy, which is called liquidity transformation or liquidity pooling. Banks have liquid liabilities, and they use those to provide long-term investments of various kinds. Why is this a great thing, which is a function of the financial system as a whole and of banks in particular? Because by doing this, by pooling the different liquidity needs of people who put deposits in banks, you can allow society to finance longer-term plans. If you were not doing this pooling business, society would not be able to afford the longer-term plans that are needed to produce higher yielding things and more wealth for everybody. So it's very clear what liquidity pooling and liquidity transformation is and why is it that it's a good thing. Now, of course, what happens is that with this situation, every bank is insolvent at every point in time, because if everybody decides to take out their investments, the bank cannot liquidate those assets which are illiquid. So the system is very unstable. Whenever you have liquidity pooling, you have instabilities and you have the possibility of market failures, everybody behaving the same way, everybody rushing to the bank. This is the financial crisis. This is the market failure. This was addressed very well at the end of the 19th century with a set of regulations and a set of institutions. The institutions were central banks.
Central banks were invented to deal with financial markets failure, not to target inflation. They were invented for that purpose, and they did that very well because they knew everything that was going on in the financial system, and they could exercise a lot of influence to market participants. On top of that, you had a number of other institutions like deposit insurance, bank supervisions, and other things. And if you look at them carefully, we don't have the time now, but if you look at them carefully, they are designed to prevent these collapses, liquidity collapses. Okay, now let's go to now. This is what's then, the end of the 19th century. Go now. What now characterizes this financial system is not only liquidity pooling carried out by banks, but also carried out by the financial securities market, securities and derivatives markets. Why? Because when a government or a corporation issues a 30-year bond, those who buy the 30-year bond buy it because they know that if they want to, they can sell it the day after. So there is also liquidity pooling. There is also long-term investment plans pooled with resources from people who know that they can sell the stuff. And to the extent that they can sell it, there is liquidity transformation. So the same problem occurs. If everybody wants to rush to the exit, the whole system collapses. How do you deal with it? Much more complicated in the financial system. So what do we need to do, and what has been done? What we need to do is, by the way, to solve these market failure problems, unfortunately, there's no ethics, there's no good behavior by people, there's no jailing of anybody, because as we said, there's little breaking of the law. We need to create new law, new rules, and new institutions. This is being done, and it's been done in various directions. What we need, first of all, is rules of behavior for individual participants in the marketplace so that we don't have a perception that there's too much liquidity. In the past 10 years, there's been a lot of perception of liquidity. People created or sold liquidity thinking that these markets will pool liquidity very efficiently. This has created a huge risk of liquidity failures. So that's the first thing, and there's a list of things that I don't have the time to talk about, unfortunately. The other thing is the role of the main actors, of central banks. Apparently, European governments are waking up to the fact that we forgot what central banks are about when we set up the ECB. And now we are sort of very slowly rethinking the role of an institution that by its own design, being the sole supplier of the ultimate source of liquidity in the marketplace, has to be a main actor to deal with financial market failures. Unfortunately, there's still a lot of controversy around this. Finally, information and infrastructure. It was already mentioned by some of the participants here. We don't have information. Authorities don't have information about what's happening in the marketplace. Thank goodness there are initiatives to gather this information, which will have to be processed properly for authorities to provide their proper role of market stabilizers. Infrastructure was also mentioned. We need as much as possible to pool counterparty risks so that the one essential channel of transmission of this crisis is eliminated. I stop here because I don't have time. Sorry. Thank you very much. Pascal Blanquet, vous êtes directeur général délégué et patron des gestions d'Amundi. C'est la société de gestion de propriété du Crédit Agricole pour 75% et de la Société Générale pour 25%. Et avec 700 milliards d'encours sous gestion, Amundi est numéro 1 en France, 2 en Europe et 9 dans le monde. Pascal, vous avez 48 ans, vous êtes un homme de gestion depuis toujours, parce que vous avez commencé chez Paribas avant de rejoindre le Crédit Agricole, et j'ajoute que vous êtes diplômé de normale supérieure et également auteur prolifique de plusieurs ouvrages de théorie économique et monétaire publiés chez Erol. Alors Pascal, il y a un sujet très important pour les marchés, c'est le recyclage de l'épargne, et notamment une certaine propension, notamment dans nos pays, à opter pour l'épargne courte plutôt que pour l'épargne longue. Et je voulais un peu savoir quel était le point de vue de l'asset manager que vous êtes
sur cette problématique. Oui, on peut avoir l'impression d'avoir affaire à la chimère ou au dodo de l'île Maurice, en fait, lorsqu'on parle d'épargne longue, en fait, quelque part entre l'animal fantasmagorique et l'espèce en voie de disparition. C'est un dur combat à mener et le jeu en vaut la chandelle. Je voudrais faire 3 remarques et évoquer 5 chantiers pratiques, en fait. Première remarque, il n'y a pas d'épargne longue s'il n'y a pas d'investisseur à long terme. Et il n'y a pas d'investisseur à long terme si l'on ne croit pas que les actifs financiers ont une valeur fondamentale d'une façon ou d'une autre, justifiant des stratégies contracycliques de mean reversion ou contrariennes, en fait. La théorisation du contraire récente, Animal Spirits au point, ouvre un chantier et un débat théorique, en fait. Si on s'en est convaincu, ça devrait être simple. En fait, dans la vraie vie, ça l'est pas. Il y a très peu d'investisseurs long terme. Ils sont pris dans un jeu de contraintes ou d'incitations faibles, fiscales, normes comptables, supervision des boards. On peut en citer beaucoup. Ces acteurs eux-mêmes sont très divers, entre un fonds souverain, un retail, un assureur ou un fonds de pension. Ce sont des animaux très différents, aux problématiques et trajectoires distinctes, en fait. Enfin, l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des marchés financiers, des régulateurs, des asset managers, n'ont pas forcément des intérêts toujours alignés. C'est la première remarque, en fait. On pourrait ajouter que le fait, vous le connaissez, que la durée de détention d'une action aujourd'hui c'est 1 an, et que le long terme c'est bien joli, mais en fait c'est une série d'années calendaires pour les hommes que nous sommes, en fait. La deuxième remarque, c'est le modèle de financement et le rôle qu'y jouent les asset managers. En gros, dans les années 90, on a vu monter en puissance les marchés, puis les asset managers aux côtés des banques dans le financement à long terme de l'économie. Ils l'ont fait au travers des CD, du corporate credit, notamment. Ils en ont importé les défis et les caractéristiques, et une partie de la fonction de transformation des banques a été transférée aux asset managers. La crise est venue casser net cette mécanique, en fait, en ramenant en fait, du côté des asset managers vers du monétaire très court, et la charge de financement à long terme s'est reportée sur les banques alors que des contraintes de fonds propres s'élevaient sur elles. La machine a redémarré. Mon point ici, c'est que les asset managers jouent un rôle clé dans la fonction de financement et ils vont continuer à le faire, par exemple, au travers des fonds de créances, de loans ou de dettes, aujourd'hui sur du mid-cap, ou des PME. Le deuxième point, c'est qu'ils assument une fonction de recyclage de l'épargne mondiale. En fait, si je prends mon exemple, chez Amundi, 2/3 de notre collecte depuis 3 ans vient du Middle East et de l'Asie, et elle est recyclée au travers de différentes classes d'actifs en Europe ou ailleurs. La troisième remarque, c'est qu'il s'agit de réduire l'épargne non productive et les réserves de soi-disant valeur qui peuvent exister. La réalité aujourd'hui, c'est que l'épargne ne manque pas, il y a des surplus, il y a des besoins énormes de PME, d'infrastructures, de villes vertes, mais avec un sous-emploi, ces surplus sont caractérisés par un rendement très faible et un sous-emploi généralisé sur fond de demande globale faible. Tout ça se traduit par un coût du capital plus fort et des effets d'éviction sur la recherche et développement, sur l'intégration de l'ESG ou sur l'investissement à long terme, en fait. Il y a un problème de structure, de sous-jacent et d'horizon à régler. Et l'impact de la crise n'a pas arrangé les choses, en fait. Il y a une tétanisation des esprits liée à la crise, en fait. La volatilité constatée dans les économies de bulles dans lesquelles nous trouvons, la remise en question des vaches sacrées, de la diversification telle qu'on l'entendait, ou des benchmarks tels qu'on les entendait, tous ces éléments-là, ou les confusions sur liquidité, sécurité, ou qu'est-ce qu'un actif sans risque. Il y a un paysage intellectuel bouleversé par la crise et qui a besoin d'être clarifié afin d'aller vers l'investissement long terme. 5 chantiers pratiques, en fait. Le premier, c'est un triptyque communication, éducation et networking. 2 exemples. Sur l'investissement à long terme, il faut faire un effort pédagogique sur l'intérêt du retour à la moyenne des classes d'actifs. Autre exemple, on ne sait pas, par exemple, que la volatilité du rendement action a tendance à diminuer à moyen terme et celle des obligations à augmenter, elle, à moyen terme. Networking, c'est mettre en contact les acteurs, les fonds souverains, par exemple, et les asset managers. Nous y travaillons. Deuxième point, les incitations. Elles sont fiscales. Ce sont des thèmes de lisibilité, de structure de la fiscalité qui soient alignés sur l'horizon d'investissement et les risques. Troisièmement, incitation sur les investisseurs. Je prends l'exemple des loyalty shares sur lesquels nous sommes impliqués. En fait, donner des incitations aux investisseurs
pour porter à long terme leurs investissements. Pour les boards aussi, avoir des mécanismes de supervision dans les boards qui soient alignés sur des investissements de long terme, en fait. Et enfin, les normes comptables, c'est probablement le chantier le plus compliqué aujourd'hui. La messe semble dite, et c'est dommage, en fait. Mais est-il raisonnable d'encadrer de la même façon des acteurs institutionnels qui sont dans des points de maturité ou des points dans leur cycle différents? Troisième axe, les univers d'investissement, je le disais, la diversification telle qu'elle a été conçue aujourd'hui a fauté d'une certaine façon, en tout cas a trouvé des limites. Elle doit être réinventée, par exemple de la diversification par classe d'actifs et la diversification par facteur. Les benchmarks, ce sont des thèmes de gestion. Les benchmarks par capitalisation vont céder peu à peu la place à des benchmarks pondérés par les risques ou d'autres facteurs. Quatrième axe, les produits. Il faut jouer sur l'existant. En France, par exemple, flécher l'intéressement en participation sur le PERCO et le PEA est un moyen très pratique, en fait, d'orienter l'épargne vers l'investissement à long terme. Il faut investir par ailleurs de nouveaux produits. J'évoquais les fonds de créances ou de dettes de PME ou d'entreprises moyennes. Voilà un thème très pratique qui permet aux asset managers de jouer leur rôle. Et enfin, je dirais globalement, il faut que une des leçons de la crise, c'est finalement, on pourrait amorcer l'ensemble de la pompe. Il appartient au BFI de produire des instruments avec la liquidité adéquate. Il appartient aux asset managers de fabriquer des produits simples avec un adossement adéquat de la liquidité, ce qui ne signifie pas du tout que certains produits ne doivent pas intégrer des sous-jacents qui peuvent être partiellement illiquides. L'immobilier, le private equity, des infrastructures ont du sens pour autant que le produit soit conçu avec un adossement adéquat à la liquidité et des lock-up périodes, par exemple. Et enfin, dernier axe, en fait, l'ESG. Je pense que c'est un effort de longue haleine. L'intégration des critères ESG dans les gestions longues, mais aussi l'implication dans la gouvernance permettant de peser sur les acteurs dont les entreprises constituent des axes importants à mes yeux. Merci Pascal. Mesdames, Messieurs, pour conclure cette table ronde, j'ai le plaisir de vous présenter Claudio Borio. Claudio Borio exerce à la Banque des règlements internationaux. Il y dirige la recherche et les statistiques. Il est également chef adjoint du département monétaire et économique. Ce multidiplômé d'Oxford est également un auteur prolifique dont vous trouverez un aperçu des ouvrages dans le dossier de ces rencontres. Alors, Monsieur Borio, Monsieur Giovannini, il y a un instant, rappelait que les superviseurs bancaires, enfin que les banques centrales avaient été créées pour superviser les marchés et non pour suivre l'inflation. Est-ce que le superviseur bancaire que vous êtes, quelles sont ses idées pour mettre un terme au désordre actuel qui règne sur les marchés? Well, thank you very much. As you've just heard, the organizers have posed a question to me, which is what should regulation and supervision do to help overcome the continuing financial strains in a number of advanced economies? I would summarize my answer in 3 points, and then I will develop them based on the latest BIS annual report. The first, and let me start with what one should not do, the authorities should not delay or weaken the implementation of internationally agreed financial reforms, in particular Basel III. Second, prudential regulation and supervision should address head-on the repair of financial institutions' balance sheets. And third, other policies should also support this effort so as to establish the basis for a self-sustaining economic recovery. It is essential in particular to restore the creditworthiness of the sovereign and to use any fiscal room for maneuver effectively. And it is equally essential to avoid overburdening monetary policy. Now let me consider each point sequentially, but first of all say a few words about the context, the macroeconomic context, because it's all important. Much of the advanced economy world is facing a post-financial boom hangover. It is struggling to escape a balance sheet recession
associated with a serious financial bust. Balance sheet recessions are very different from the typical post-war recessions that we have seen when central banks were basically tightening monetary policy in order to stop rising inflation. The preceding expansion or boom is much longer. The subsequent debt and capital stock overhangs are much larger. The financial sector is much more damaged. The economic recovery weaker, and the permanent output losses are much larger. I think the closest equivalent to this is what happened in Japan in the 1990s. Now, there are obvious symptoms of this condition. Banks' credit default swaps are at levels close to those that prevailed at the time of the Lehman Brothers failure, and we have seen widespread bank downgrades. Private sector debt in relation to GDP, a kind of measure of income leverage, is still very high. Sovereign debt has ballooned, and major central banks' interest rates have effectively been at the zero lower bound for quite some time, and their balance sheets have been ballooning. Now, within this broad picture, there are significant cross-country differences. Those countries that experience domestic financial booms and busts have seen serious strains in both the private non-financial sector and in banks' balance sheets. And they're also seeing deleveraging in both sectors to varying degrees. I'm thinking here, for example, of the US, the UK, Spain, and Ireland. By contrast, those countries whose financial institutions were exposed to financial booms elsewhere have also seen serious strains in their banks, but have typically seen further increases in the non-financial private sector debt to GDP ratios on the back of credit expansion. This has even happened here in France. It has happened in a number of euro area and non-euro area countries, including to some extent Germany. And in fact, in Switzerland, the country where I live, it has been experiencing a possibly unsustainable housing boom despite rather weak economic activity. Finally, in the euro area, the perverse feedback loop between weaknesses in the bank's balance sheets on the one hand and in the sovereign's balance sheet on the other is having full play. A loop has been brought into the open and exacerbated by the obviously incomplete nature of economic and monetary union there. So in this context, what should prudential regulation and supervision do? 2 points. First, as I mentioned, it should not delay or weaken the implementation of internationally agreed reforms, in particular Basel III. Banks went into the crisis with capital cushions that were far too low and of far too low a quality. A core objective of Basel III is to remedy this problem. Now, of course, an often heard objection, and I think we heard it yesterday too, is that strengthening capital cushions at this juncture is counterproductive because it risks weakening the economy further. In jargon, it tends to be pro-cyclical. Well, there are basically two answers to this. The first, as that famous joke goes, if I were you, I wouldn't start from here. If Basel III had been in place, it would have ensured that banks had strong capital buffers designed precisely to be drawn down as financial stress emerged. I'm thinking in particular of the conservation and countercyclical buffer. And they would have acted as built-in stabilizers for the system. But the buffers are not there, and you cannot draw down what you don't have. Indeed, banks need to build strength to face a deterioration in the creditworthiness of the sovereign. The second point is, because of this, the priority of regulation and supervision is to induce and support in-depth repair of balance sheets, banks' balance sheets, as well as induce and support banks' return to sustainable profitability. That is to address head-on the legacy of the financial boom. This means enforcing full loss recognition through write-downs. It means recapitalizing institutions subject to tough tests, including through temporary public ownership. It means sorting out institutions based on their viability, dealing with bad assets, reducing the excess capacity in the financial system, and promoting operational efficiencies, including through cost-cutting. Now, this is precisely what the Nordic countries did when they faced their banking crisis in the 1990s, and it is what Japan failed to do roughly at the same time. And this is indeed a key factor explaining their divergent economic performance subsequently. Such a policy would have several benefits. First, it would restore confidence in the banking system. Let's not forget that at present, equity-to-book values are well below 1. They're 50% in the euro for euro area banks and 75% for their US
and other EU peers. And there is little funding on offer to banks except against collateral. Second, it would unblock interbank markets and relieve pressure on central banks. Think just of the huge unconditional liquidity support which is being provided in the euro area. And finally, it will restore incentives for the proper allocation of credit and to avoid unwelcome risk-taking. It is no coincidence that volatile trading profits have been the main source of income since the crisis for banks. And I don't think I need to remind you of the trading losses that JP Morgan has recently incurred. Finally, what about other policies? Well, clearly fiscal policy has an essential role to play. First and foremost, it is critical to restore the creditworthiness of the state. We should never forget that the sovereign is the ultimate backstop for the financial system. The sovereign, not the central bank, the sovereign. In fact, the value of the implicit support of the sovereign for the banking sector has actually increased since 2007. And there cannot be lasting financial and macroeconomic stability if the public finances are on an unsustainable path, as it has indeed been the case in a number of developed economies. Now, at the same time, it is important to make sufficient room to use the sovereign balance sheet to support the repair of the private sector balance sheet. Recall my previous reference to temporary public sector ownership, if necessary, as one of the ways in which one can inject strength into the bank's balance sheets. But support may also be necessary to address the balance sheet problems of our over-indebted and underwatered household sector. I'm thinking of the United States. This is also true in other countries. To my mind, this would be a much better use of public sector money in comparison with pump priming, that is, increases in expenditures or decreases in taxes, because it will remove a key obstacle to the self-sustaining recovery rather than risking being a bridge to nowhere. And I think, again, the Japanese experience is quite telling in this regard. Now, in the euro area, for the sovereigns with the least room for maneuver, support from the euro area as a whole is very welcome, particularly if it is part of a well-sequenced and comprehensive shift towards a more complete economic union, of which a so-called banking union is a component. I think the end game has to be absolutely clear. So, to conclude, it is also important not to overestimate what central banks can do via extremely low interest rates and the aggressive expansion of their balance sheets, be this through large-scale asset purchases or the large-scale unconditional liquidity support. There is no doubt that these policies have prevented a collapse of the financial system and of the economy in their most acute phase of the crisis. But they're less well suited once the priority shifts from crisis management to crisis resolution, where the issue is solvency and not really just liquidity support. Because what these policies can do is to buy time, but they can also make it easier to waste that time, because the incentives that they generate are not supportive of balance sheet repair. They can delay recognition of losses, they can induce unwelcome risk-taking, and they can reduce the sense of urgency for the required adjustment. So over time, there is a risk of a dangerous expectations gap developing between what central banks can deliver and what they're expected to deliver. This could ultimately undermine their credibility and effectiveness. This is why regulation and supervision and fiscal policy have to take the lead given the nature of the problem. So the bottom line is that there are no quick fixes, and to believe otherwise would be a serious mistake. Thank you. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette 7e session des rencontres économiques d'Aix. Comment mettre un terme à la dynamique déstabilisante des marchés financiers? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin, grâce à nos 9 invités et leurs 9 regards croisés sur une même réalité qui met sous tension les nerfs des responsables politiques, perturbe les décideurs économiques, qui hypothèque le financement optimal des économies et choque profondément les opinions publiques. Sans plus attendre, Catherine, je vous passe la parole pour situer le cadre de notre débat.
bonjour. Marche, ouais. Alors, pour organiser cette session, je suis partie du constat suivant, c'est qu'à l'Ouest ou dans les pays occidentaux, le modèle de financement des économies par les marchés financiers a quand même révélé certaines limites. On a probablement surestimé les avantages des marchés, les avantages des innovations financières, mais on a également probablement sous-estimé les risques, et plus particulièrement le risque systémique. Alors certes, il n'y a pas de croissance sans finance. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point de départ, mais, et des travaux récents du FMI qui sont sortis en juin, donc le mois dernier, ont montré que trop de finances peut étouffer la croissance, peut avoir un effet négatif. Et ils ont estimé, ils ont trouvé un chiffre, bon, qui est à prendre ou à laisser, mais enfin c'est un chiffre, il montre que dès que le crédit dépasse à 100% du PIB, le crédit au secteur privé, la finance va exercer un effet négatif sur la croissance. Alors quand on parle de finance, il y a toujours deux types d'acteurs majeurs, il y a bien sûr les banques et les marchés. Et là, les travaux, tant empiriques que théoriques, n'arrivent pas bien à trancher, n'arrivent pas à dire si les banques financent mieux l'économie que les marchés, mais ils sont tous d'accord, enfin tous les économistes sont d'accord, il faut que le système soit efficace. Alors l'objectif du régulateur bancaire, c'est bien sûr d'éviter la récurrence des crises, on en aura toujours des crises bancaires, et surtout quand il y a des crises bancaires, que l'ampleur des conséquences soit limitée. La régulation financière des marchés, enfin la régulation des marchés financiers s'avère tout aussi compliquée. Et dans ce domaine, on a sans doute mal estimé les conséquences des progrès technologiques qui permettent une transmission instantanée de l'information et surtout qui ont profondément modifié le fonctionnement des marchés financiers. Et leur instabilité a d'ailleurs conduit les économistes atterrés, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe, il y a le groupe économistes atterrés, leur première proposition, ils font de l'économie, ils ne font pas que de la finance, et pourtant leur première proposition consiste à dire qu'il faut désarmer les marchés financiers en interdisant les transactions spéculatives. Et on voit que face à des excès sur les marchés financiers, on a des positions excessives dans un autre sens, puisque on n'arrive toujours pas à définir qu'est-ce que c'est vraiment qu'une opération de spéculation. Enfin, il y en a qui sont caricaturales, mais dans l'ensemble des opérations sur les marchés, on n'arrive pas bien à mettre la frontière. Alors, l'élément fondamental de cette transformation des marchés financiers, c'est lié à la vitesse. Alors, pour vous donner un exemple, le temps de latence d'un ordre de bourse, c'est-à-dire le temps nécessaire pour exécuter un ordre de bourse, est maintenant de 3 millisecondes. Alors, je sais bien que l'infiniment petit est à la mode, mais pour que vous ayez un élément de comparaison, sachez que pour un battement de cils, c'est vite fait, c'est quand même 350 millisecondes. Donc tous les acteurs, c'est clair, ça a déjà été dit dans certaines sessions hier, les acteurs sont victimes de court-termisme. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Si vous lisez aussi bien Proudhon que Keynes ou que Lénine, donc des choses très différentes, vous allez retrouver chez tous ces auteurs la problématique du court-termisme. Le problème nouveau que nous avons, c'est que ce court-termisme est de plus en plus court. Vous avez par exemple en ce moment la construction d'un câble transatlantique qui va faire 5000 km pour améliorer de 5 millisecondes le temps de transmission d'un ordre d'Europe aux États-Unis. Ça va coûter des milliards et le temps passera de 65 millisecondes à 60 millisecondes. Donc on voit que c'est très important pour passer des ordres, surtout quand par exemple, on compare au passif d'un assureur dont la duration est de 20 à 30 ans. Donc là, on change d'échelle. Et on a pourtant des régulateurs qui vont succomber également au charme du court-termisme. Par exemple, en avalisant le mark-to-market pour tous les acteurs, alors que parfois, cette méthode comptable n'est peut-être pas adaptée.
Alors, pour les intervenants de cette table ronde qui vont disposer de 7 minutes, je pense que comme ils sont plus ou moins acteurs sur les marchés financiers, cela va leur paraître une éternité et ils vont pouvoir répondre à un certain nombre de questions, d'interrogations, comme par exemple, Monsieur le ministre Mark Hoban, on peut s'interroger sur le pouvoir réel des hommes politiques sur la régulation financière, c'est-à-dire comment peut-on à la fois faire de la coopération internationale dans un contexte où il y a une concurrence de plus en plus vive entre les pays pour avoir la plus belle place financière. Donc on voit bien qu'il y a des contradictions ou des conflits d'intérêts, si j'ose dire, qui vont ici aussi apparaître. On l'a vu avec le dernier Conseil européen où les Anglais n'ont pas accepté l'idée d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne. Et pourtant, au Royaume-Uni, une telle taxe existe, qui est d'ailleurs 3 fois plus élevée que celle qui était proposée pour les actions au niveau de l'Europe. Et on peut dire quelque part que c'est dommage parce que les estimations tournaient autour de 55-57 milliards d'euros à partir de 2014, ce qui aurait pu abonder un fonds finançant alors des dépenses d'infrastructure, un fonds de dépôt de garantie européen, enfin des tas de choses. Alors, dans cette évolution des marchés financiers, on a tendance, c'est vrai, souvent à accuser les acteurs. Alors on a accusé, on dit par exemple les agences de notation ont failli, elles n'ont pas fait leur travail, elles notent pas bien, elles changent la note trop tard ou elles changent la note trop tôt. Alors c'est vrai que là aussi c'est un peu difficile. On peut se dire mais c'est bizarre depuis depuis 1999. Le financement net en actions aux États-Unis, donc introduction en bourse et augmentation de capital, a été négatif aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a moins d'actions maintenant aux États-Unis qu'il y en avait il y a plus d'une dizaine d'années. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, également, il y a de moins en moins d'introduction en bourse et d'augmentation de capital. Or, les marchés financiers, a priori, sont faits pour financer les hauts de bilan. Donc on ne comprend pas ce qui se passe, et si on ne comprend pas ce qui se passe, on se retourne vers la régulation. Et là, c'est vrai qu'on peut se demander, mais certes, les hommes politiques ont des conflits d'intérêts, mais que font les régulateurs quand il y a une nouvelle réglementation du type anglo-saxonne, par exemple le MIFID, dont le résultat essentiel a été une multiplication des plateformes de transactions. Vous en avez maintenant à peu près 146 en Europe, 93 marchés régulés, et donc une fragmentation des ordres, une opacité accrue, et cerise sur le gâteau, l'apparition de ce qu'on appelle le high frequency trading, le trading haute fréquence, qui n'est qu'une sous-catégorie du trading algorithmique, c'est-à-dire par ordinateur. C'est normal, on a fait des progrès technologiques, mais le trading haute fréquence, vous avez sûrement entendu parler un peu partout, pose quand même des problèmes, puisque leur principe de fonctionnement, c'est d'avoir l'information avant les autres, donc toujours transmission de l'information, sauf que l'information qu'ils arrivent à obtenir, c'est qui est en train de faire quoi, qui est en train d'acheter quoi, et donc moi, j'arrive plutôt en disant j'offre de la liquidité, mais ça peut s'apparenter au front running. Mais vous me direz que Keynes a fait sa fortune en bourse grâce à des informations privilégiées.